Cher ami, voici les 500 000 francs CFA demandés. Je compte sur toi pour me rembourser le plus tôt que possible. Merci bien mon cher. Je te rembourserai dès que possible, ne t'inquiète pas. Vous avez prêté 500 000 francs CFA à un ami commerçant au marché Total. Le jour du remboursement arrive, il vous dit « Mon frère, je suis à terre, je n'ai pas un rang ». Pourtant, vous savez que l'un de ses propres clients lui doit 1 million de francs CFA. Cela fait plusieurs mois déjà. Mais votre ami ne fait rien. Il croise les bras et laisse traîner les choses. Est-ce que vous allez rester là à regarder votre argent s'envoler parce qu'il est négligent? Non. Le droit congolais a prévu une arme secrète pour vous, l'action oblique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que vous allez légalement prendre la place de celui qui vous doit de l'argent pour aller frapper à la porte de ses propres débiteurs. Alors avant de commencer, salut à toi, je suis Herman Bika, juriste de formation, créateur de contenu et formateur en droit congolais. Ici, je vous explique de manière claire et détaillée les fondamentaux du droit congolais. Que vous soyez étudiant ou citoyen congolais et que vous avez envie de comprendre les bases du droit congolais, eh bien vous êtes au bon endroit. On est parti. L'action oblique est une technique juridique qui permet à un créancier, celui à qui on doit de l'argent, de prendre la place de son débiteur, celui qui lui doit de l'argent, pour agir en justice en cas d'inertie de ce dernier. Petit lexique pour bien comprendre. Le créancier ici, c'est vous. Vous avez un droit sur l'argent de l'autre. Le débiteur, c'est votre ami, le commerçant, celui qui vous doit de l'argent. Le sous-débiteur, c'est la personne qui doit de l'argent à votre ami commerçant qui lui-même vous doit de l'argent. L'inertie ou la carence ici, c'est le fait de ne rien faire, de ne pas agir alors qu'on devrait le faire pour récupérer son bien. Votre ami et débiteur ici est dans une situation d'inertie ou de carence parce qu'il n'agit pas pour récupérer son argent auprès de celui qui lui doit de l'argent afin que vous ayez la possibilité de récupérer le vôtre. En gros, au lieu d'attaquer votre ami, ce qui ne servirait à rien s'il est avéré qu'il n'a pas effectivement d'argent, vous allez passer sur le côté, d'où le mot oblique, pour attaquer justement celui qui lui doit de l'argent. L'intérêt principal ici est de protéger le patrimoine de votre débiteur, le patrimoine de votre ami commerçant qui vous doit de l'argent. Explication simple. Le patrimoine ici, c'est comme un grand sac invisible que tous les hommes portent sur leur dos. À l'intérieur, il y a tout ce que vous avez, maison, argent, voiture et tout ce que vous devez aux autres. Si votre ami ne remplit pas son sac en récupérant ses dettes, son sac reste vide. Et vous ne pourrez jamais être payé. L'action oblique sert donc à forcer l'entrée d'argent dans le sac de votre débiteur, dans son patrimoine, afin que vous, plus tard, que vous puissiez vous faire payer, afin que plus tard, vous puissiez vous servir. Alors, quand pouvez-vous utiliser cette arme? À noter qu'on ne peut pas se mêler des histoires des gens n'importe comment ou comme on veut. Le droit impose deux conditions strictes. Premièrement, nous avons la carence ou l'inertie si vous voulez. La charge vous revient de prouver que le débiteur, celui qui vous doit de l'argent, est resté passif. Il est resté à ne rien faire, il n'a rien fait pendant un certain temps. À noter que s'il a déjà envoyé une mise en demeure, s'il a déjà envoyé un ultimatum à son débiteur ou engagé un procès, vous ne pouvez pas utiliser à ce moment-là l'action oblique. Il est nécessaire pour que vous puissiez engager une action oblique que votre débiteur ne puisse lever aucun petit doigt, qu'il reste totalement inerte. La seconde condition pour engager une action oblique, c'est le préjudice et l'insolvabilité. En réalité, il s'agit de l'insolvabilité ici comme seconde condition de mise en œuvre de l'action oblique. Si je parle de préjudice et d'insolvabilité, tout simplement parce qu'il est nécessaire que cette insolvabilité du débiteur puisse entraîner un préjudice au créancier pour que cette condition soit remplie et que l'action oblique soit mise en œuvre.
Et puis, ce n'est que mon point de vue. Vous n'êtes pas obligé de suivre cette façon d'intituler cette seconde condition de mise en œuvre de l'action oblique. Ceci étant dit, il est nécessaire que l'inaction, l'inertie, la carence de votre débiteur puisse entraîner un préjudice pour le créancier, puisse vous entraîner, vous le créancier ici, un préjudice, que cela vous cause du tort. Ce tort va facilement être prouvé devant le juge si votre débiteur est devenu insolvable. Insolvable ici est un terme technique qui désigne une personne qui a plus de dettes que de biens. Elle se retrouve dans une situation qu'on appelle d'insolvabilité, c'est-à-dire en incapacité financière à payer ses créanciers. Toutefois, si votre ami est riche, c'est-à-dire qu'il a suffisamment d'argent pour vous payer, ça ne sert pas et ça ne sera pas recevable déjà devant le juge d'engager une action oblique. Une fois l'action oblique engagée, on peut légitimement se poser la question de savoir où ou auprès de qui ira l'argent qui sera récupéré, l'argent qu'on va récupérer par le biais de l'action oblique. C'est ici qu'il faut être très attentif, car beaucoup de personnes pensent que une fois l'action oblique engagée, l'argent récupéré va rentrer dans le patrimoine de celui qui a engagé l'action. Le cas échéant, le créancier, donc vous. Vous avez engagé une action oblique, vous croyez sans doute, et beaucoup de personnes autour de vous croient la même chose, que lorsque vous allez engager une telle action, que l'argent récupéré va entrer dans votre patrimoine à vous. Non, c'est faux. Parce qu'il faut savoir que l'action oblique entraîne deux conséquences fondamentales, deux effets fondamentaux. Le premier effet ou la première conséquence de l'action oblique, c'est l'effet de réintégration. C'est-à-dire que l'action oblique qui a été effectuée et les sommes d'argent qui ont été récupérées vont retourner dans le patrimoine d'origine, c'est-à-dire le patrimoine duquel ils sont sortis. Donc, le cas échéant, le patrimoine de votre débiteur. Donc, une fois que vous avez engagé une action oblique, l'argent récupéré va retourner dans le patrimoine de celui qui vous doit de l'argent. Parce que vous, en tant que créancier, dans la mise en œuvre de l'action oblique, vous n'agissez qu'au nom et pour le compte de votre débiteur. Vous n'êtes que son représentant. Vous récupérez l'argent en son nom et pour son compte, donc l'argent va retourner dans son patrimoine personnel. Néanmoins, à côté de cet effet dit de réintégration, il existe un autre effet qu'on appelle le concours des créanciers. Ici, il est important de noter que ce n'est pas parce que c'est vous qui avez fait en sorte que l'argent puisse retourner dans le patrimoine de votre débiteur que vous serez le premier à être servi, que vous aurez ce qu'on appelle une priorité de paiement. Non, il faut noter qu'en droit des obligations, il existe un principe fondamental. On dit que tout créancier qui est chirographaire, c'est-à-dire qui est privé d'une sûreté, n'a pas de droit de priorité, n'a pas de droit de préférence. En réalité, l'argent qui sera récupéré, qui va être réintégré dans le patrimoine de votre débiteur, sera le bien commun de tous ces créanciers. Ce qui signifie que toutes les personnes à qui votre débiteur doit de l'argent vont se servir parce que elles sauront que l'argent est rentré dans le patrimoine de votre débiteur. Et vous qui avez agi en action oblique, mais vous n'avez pas de priorité. Vous avez simplement agi au nom de votre débiteur et vous espérez récupérer votre dû. Mais ce n'est pas certain dans l'hypothèse où votre débiteur aurait plusieurs créanciers. En tout état de cause, l'action oblique est un outil ou une action de conservation. Elle ne vous donne pas de l'argent tout de suite, mais elle évite que le patrimoine de votre débiteur, le patrimoine de celui qui vous doit de l'argent, reste vide à cause de sa négligence par sa propre faute en réalité. C'est donc ici une étape préparatoire à la saisie réelle. Une étape qui vous prépare à procéder à la saisie des biens de votre débiteur. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo et il y a dans la description un lien qui vous permettra de télécharger gratuitement la fiche résumée de tout ce que nous avons vu dans cette vidéo.